AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Eh bien, nous sommes sur Sud Radio et dans quelques instants, nous partagerons avec mon invité Ismaël Saedi, metteur en scène, comédien, auteur. Et avant de voyager avec lui, dans ce qu'il nomme les strates d'un nouveau français, parlons d'engagement pour la laïcité comme rempart à l'intolérance et aux discriminations. Dans cette période, marquée par les tensions identitaires et les divisions croissantes, serait-il fou d'imaginer la laïcité comme rempart aux inégalités, aux discriminations ? Selon le petit Robert, la laïcité est le principe de séparation de la société civile et de la société religieuse, l'État n'exerçant aucun pouvoir religieux et les églises aucun pouvoir civil. Dont acte. Mais au-delà de cette définition, et bien plus qu'une simple séparation entre l'État et la religion, la laïcité incarne une posture humaniste fondée sur des principes d'émancipation, d'autonomie et de liberté des choix individuels. Elle est le socle du vivre ensemble, le garant du respect des différences et l'assurance d'un pacte social solide et inclusif. La laïcité, c'est aussi, et peut-être avant tout, un vecteur d'émancipation. En garantissant la neutralité de l'État, elle permet à chaque individu de se libérer des pressions religieuses et communautaires et ouvre la voie à une autonomie réelle. Chaque citoyen, croyant, athée, agnostique, peut exercer ses choix de manière libre et éclairée et préserver sa singularité au cœur de cette liberté de conscience offerte. En affirmant l'égalité de tous devant la loi, indépendamment des croyances ou des convictions, la laïcité crée un espace public neutre où chacun peut interagir sans discrimination. La laïcité, c'est aussi une réponse puissante à l'enfermement identitaire. Elle rappelle que l'identité nationale ne se réduit pas à une addition de communautés, mais qu'elle se construit dans un cadre commun où chacun peut contribuer sans renoncer à ses particularités. Elle favorise l'intégration et nous permet de nous inscrire dans un projet collectif. En fait, donc, et plus qu'un principe juridique, c'est une réponse forte pour une société plus juste, plus libre, plus fraternelle. Une forme de garantie contre les dérives communautaires et les tentatives et les tentations d'exclusion. Et dans ce contexte clivant des élections, mesdames et messieurs les députés, je me permets de vous inviter à puiser dans les fondamentaux de la laïcité pour apaiser les conflits et garantir l'unité nationale tant attendue de l'après-élection. Bonjour Ismaël. Bonjour. Bonjour Ismaël Saedi. Vous êtes auteur, comédien, metteur en scène belge, d'origine marocaine, musulman. Français. Attendez, je vais le dire, de culture judéo-chrétienne et laïque et fraîchement naturalisé français. Vous avez vu, c'est un cri qui venait du cœur. Ah oui, hein. c'est venu tout de suite. Et vous venez de publier Ma lasagne d'identité, un titre qui évoque toutes ces couches identitaires que vous revendiquez. Alors, pourquoi vous avez écrit de nombreux livres, vous avez écrit des pièces de théâtre aussi. Pourquoi c'était devenu important dans ce nouveau livre, Ma lasagne d'identité, de redéfinir cette identité, votre identité? En fait, je l'explique en introduction, en prologue dans le livre, c'est que mes pièces tournent un peu partout en France depuis des années maintenant, et en plus d'un public classique, on va dire, d'adultes qui viennent voir le spectacle, je fais beaucoup de scolaires. Et donc je vais souvent dans des collèges, des lycées pour jouer. Et il se trouve qu'un jour, quelque part en banlieue parisienne, après une représentation, je me suis retrouvé face à une élève qui n'acceptait pas le fait que je puisse avoir plusieurs parts d'identité en moi, donc tout ce que vous venez de citer, et m'a rejeté un peu je vais mettre des guillemets, de sa communauté. Pour la première fois, je me suis senti rejeté par une élève qui disait, c'est pas possible ce que vous dites, on peut pas être et musulman, et laïque, et de culture judéo-chrétienne, donc vous n'êtes pas dans mon monde, si vous voulez. Et en général, j'ai toujours des débats, que ce soit avec les élèves ou même parfois dans les prisons avec les détenus, qui sont un peu houleux, mais ça ne me fait jamais rien. Et là, je sais pas pourquoi, ça m'a heurté, blessé. Heurté. J'ai pas compris. En fait, il y avait une colère qui est montée en moi, et c'est en rentrant à la maison que je me suis rendu compte qu'elle avait réveillé l'adolescent qui était encore là, l'adolescent qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et je lui ai dit, tiens, il est peut-être temps d'écrire cette histoire qui raconte comment on peut, au long d'une vie, additionner en fait ces couches d'identité qui créent une lasagne finalement, composée d'ingrédients qu'on n'aurait jamais dû mélanger, qu'on mélange et qui finissent par ne fonctionner que parce qu'ils sont mélangés. Alors moi, je trouve vous dites une phrase que j'ai trouvée très très belle. L'identité, c'est la demeure ultime, là où l'on peut se réchauffer quand tout va mal, là où on entend cette petite voix vous dire que ça va aller, que tout ira bien. Et je trouve ça merveilleux parce que on est nombreux à pas trouver son identité, surtout quand on vient de parents étrangers.
Et cette petite phrase va devenir un refuge, je pense, pour beaucoup. Alors, vous dites que vous allez dans les collèges, dans les lycées, vous débattez de ces questions d'identité. Avec le recul, d'ailleurs, votre pièce, Djihad, qui a été un véritable succès, a été intégrée dans les programmes scolaires en 2017. C'est assez important pour le signifier aujourd'hui. Avec le recul, comment vous analysez l'évolution des questions de communautarisme chez ces jeunes? Vous voyez une évolution? En fait, ce qui est, pour revenir à Djihad, ce qui est fascinant et triste à mes yeux, c'est que j'ai écrit Djihad en 2014, bien avant les attentats. C'est une pièce qui parle de rupture identitaire, qui fait que 3 gars finissent par partir là-bas en Syrie pour tuer du mécréant. Et ça racontait une histoire qui aurait parlé à l'adolescent que j'étais quand j'avais 15-16 ans. J'avais 38 ans quand j'ai écrit Djihad. Et ce qui n'est pas normal, c'est que ça parle aujourd'hui à des adolescents de 15-16 ans. Dans certains lycées, c'est le seul bouquin que les lycéens ou que les collégiens finissent jusqu'au bout. Il est publicité. La pièce sur plus de 2 300 000 personnes et 1 300 000 lycéens et collégiens qui l'ont vu en France. C'est pas normal qu'elle leur parle. En fait, moi, c'est ça qui me brise. C'est pas normal que mes textes leur parlent. Or, tous mes textes leur parlent. Donc, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Comment ça se fait que des histoires qui me sont arrivées à moi quand j'avais 15-16 ans, ou à l'époque, je me disais, un jour, ça va changer, ça va pas changer. Et je pense que on a tous foiré, en fait. On a foiré dans la création d'une identité commune. Mais ça parle à qui? Ça parle à toutes les communautés? Oui. Parce que en plus, dans votre livre, enfin pas en plus, mais dans votre livre, vous reprochez à votre père et aux familles des vagues migratoires d'avoir décidé, je vous cite, dans leur nonchalance absolue, de faire des enfants sans réfléchir à ce qu'ils allaient être. Ouais. Est-ce que ça veut dire que ces enfants qui sont nés dans ces pays de parents étrangers ont subi une pression familiale qui a consisté à les enfermer dans leur identité d'origine? Est-ce que ça, c'est un facteur de cette non-intégration? Moi, je suis pas philosophe, je suis pas sociologue, je suis pas podologue, je suis aucun monologue. Mais en fait, quand j'ai écrit ce chapitre dans le bouquin, j'ai essayé d'écrire avec la voix de l'adolescente de 16 ans. C'est-à-dire, ce n'est pas le père, moi, aujourd'hui, du haut de mes 47 ans qui en parle, c'est l'adolescent de 16 ans qui parle à ce moment-là. Et effectivement, je suis né à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles, des parents qui sont arrivés du Maroc. Et en fait, ce qu'on oublie de dire, on parle beaucoup de problèmes d'intégration, on parle de rejet de la société, et ça existe, et je vais pas dire que ça n'existe pas. Mais on oublie de dire aussi qu'à un moment donné, on a une vague de personnes qui sont venues, qu'on a ramenées. Faut assumer, on l'a ramené pour faire le sale boulot. Et en fait, il y avait une espèce de pacte tacite entre ceux qui sont arrivés et le pays dans lequel ils sont arrivés, c'est vous travaillez et vous partez. Et tout le monde était content, même les parents. Sauf que les parents ont fait des enfants. Et une fois que ces enfants dont je fais partie ont grandi, on leur a jamais dit c'est chez vous ici. On leur a dit un jour on va partir. Un jour on va partir. Et donc en fait, c'est très facile à comprendre quand vous avez ces codes-là. C'est que si on vous dit toute votre vie un jour vous allez partir, c'est pas chez vous ici. Donc il y a pas de pacte social qui est signé. Il y a rien. C'est pas chez vous. Et vous êtes dans un no man's land pendant toute une vie. Parce qu'à la maison on vous dit c'est pas chez nous, un jour on va partir. Dehors on vous dit c'est pas chez vous, un jour vous allez partir. Sauf que vous êtes né ici, vous avez grandi ici, et personne ne vous a donné les clés ou les codes pour vous construire, pour faire partie du package de cette société. Et il se trouve qu'après, on a des générations entières qu'on a perdues. Et malheureusement, on est en 2024 et on continue à faire ça. Sauf que c'est déjà des enfants de 3e, 4e génération. Pourquoi on continue à faire ça? Parce que les enfants de cette génération dont vous faites partie ont eu des enfants. Mais parce que madame, donc ces nouveaux enfants. Mais parce que madame, les fondations de la maison n'ont jamais été construites. Donc elles tombent tous les ans. En fait, on n'a jamais donné à cette maison identité française des vraies fondations. Et donc, du coup, elle tombe tous les ans. Et tous les ans, quand elle tombe, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Je l'ai dit d'ailleurs récemment dans une interview. L'État se réveille et se dit ah merde, ils font des émeutes. Ah merde, ils brûlent des bibliothèques, mais on comprend pas, c'est les leurs. Non, pour eux, c'est pas leur bibliothèque vu qu'ils sont pas d'ici. Du coup, on crée 3-4 MJC, on leur offre 3-4 tables de ping-pong et on recommence en 3 ans. On n'a rien fait, en fait. On n'a rien mis en place. Est-ce qu'il y a une double responsabilité de l'État, mais aussi des familles? C'est ce que je dis. Dans le djihad, je dis que la problématique, c'est une hydre à 2 têtes. Il y a une tête, on la connaît, ça fait 50 ans qu'on en parle, l'État a mal géré des vagues d'immigration. L'intégration, c'est pas un vilain mot. Alors, il ne marche pas pour moi. Moi, je suis né dans un pays d'Europe. Mais on aurait dû intégrer mes parents. On leur a rien dit. On leur a dit, tu bosses et tu pars. Donc, l'intégration n'a pas fonctionné. On a ramené des gens. On n'a pas su quoi faire. On a mis la poussière sous le tapis. On a créé des ghettos. Ça, c'est une tête de l'hydre qu'il faut couper. Mais la deuxième tête dont on ne parle jamais, c'est la pression que les communautés d'origine étrangère exercent sur les leurs, de peur de perdre une identité chimérique d'origine. Et donc, du coup, chimérique, elle n'existe pas. Moi, le Maroc que mon père a quitté n'existe plus. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Comme beaucoup d'immigrés de toutes les vagues qui ont existé avant, des Polonais, Yiddish, aux Turcs, en passant par l'Afrique de l'Ouest, c'est que comme on pense que ce pays existe encore, qu'il n'existe plus, on le recrée ici.
En fait, tout simplement, parce que quand on part au bled, au pays d'origine, que ce soit le Maroc ou l'Afrique de l'Ouest, le pays a changé. Il a complètement évolué. Ce qui voudrait dire qu'on n'oublie jamais ses origines, que même... Personne ne les oublie. Et c'est pas grave. D'où le principe de la lasagne. On vous demande pas d'oublier votre origine. Non, mais on demande une intégration. Mais l'intégration, ça veut pas dire effacer ce que vous... Absolument, vous avez raison. D'où vous venez. Oui, oui. L'intégration, ça veut dire, voilà, tu rentres dans une maison, et et je parle pas des enfants qui sont nés ici. On ne doit pas intégrer des enfants qui sont nés ici, ils sont nés ici. Ils devraient naturellement l'être. L'erreur a été faite en amont. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, il y a une maison avec pas mal de chambres et pas mal de règles. On va voir ensemble comment faire pour que tu te sentes chez toi ici. C'est ce qu'on appelle tout simplement le pacte social, en fait. Le fait d'aliéner des droits naturels pour en avoir d'autres et des devoirs. On ne l'a jamais fait. On l'a jamais fait, et d'ailleurs ça vous a rendu en colère. Un très jeune adolescent, vous le dites d'ailleurs en Belgique, je fulminais contre les blancs, je ruminais contre les caïds et les dealers, j'étais en colère contre les filles, j'étais en colère contre le monde entier. Vous dites j'en voulais au monde entier parce que je me posais les mauvaises questions. Ça aurait été quoi les bonnes questions à se poser quand vous étiez adolescent en Belgique, né de parents immigrés? Vous auriez eu la capacité de vous poser les bonnes questions? Je pense que oui. Si on m'avait j'ai fini par me les poser parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes bienveillantes qui m'ont tendu la main. Mais je pense que la bonne question, ça aurait été, c'est chez toi ici, comment tu fais pour bien vivre? Mais comme ce c'est chez toi ici n'a jamais été mis en place à aucun moment, comme j'explique dans le livre, j'en voulais à mes parents parce qu'ils me regardaient comme un Marocain de seconde zone qui parle pas bien l'arabe comme il aurait dû le parler, par exemple. J'en voulais à la société en face qui me regardait comme un Belge de seconde zone parce qu'effectivement, un peu différent. J'en voulais, comme je le dis, aux caïds du quartier parce qu'effectivement, eux, personne ne leur reprochait rien parce qu'ils ramenaient de l'argent à la maison. En fait, et toutes ces colères-là se sont additionnées quand j'avais 15-16 ans. Et en fait, c'était des mauvaises colères, c'était des mauvaises questions. La vraie question était là. La vraie question, c'était, voilà, t'es d'ici, mon gars. Qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Et c'est ce que j'arrête pas de répéter aux gosses tous les jours. Et je vous jure que ça marche de leur dire ça. Vous savez, un jour, j'ai été pris à partie parce que j'avais dit que la société française n'était pas raciste et qu'il y avait du racisme au sein de la société française, mais qu'elle n'était pas raciste. En disant ça, je ne dis pas que le racisme n'existait pas, il existe et la discrimination existe dans tous les sens. Une femme va être moins bien payée parce qu'elle est femme et pas homme, etc. Il y a énormément de formes de discrimination. Mais par contre, si on veut se construire, on ne se construit pas dans la victimisation en permanence. C'est-à-dire, oui, ça existe, mais ça t'est pas encore arrivé, d'accord? Donc, ne pense pas que d'office ça va t'arriver. Allons-y. Marchons. Construis-toi. Construis-toi. Si ça t'arrive, je serai à côté de toi. Que tu sois noir, blanc, juif, homosexuel, hétérosexuel, trans, je serai à côté de toi pour t'aider. Mais tant que ça t'est pas arrivé, marche. Ça va le faire, ça va aller. Et ce livre, je l'ai écrit pour parler à l'adolescent que j'étais, pour lui dire, écoute, je reviens te dire que ça va aller. L'adolescent, vous étiez à donner un homme formidable. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ça a donné quelqu'un qui marche. Alors après, vous parlez du racisme de la société française. Vous dites effectivement, on peut considérer qu'il existe, mais on peut le combattre et en tout cas ne pas en parler quand on l'a pas vécu. Mais après le 7 octobre, vous avez publié une tribune où vous dites, en tant que musulman, je refuse de me voiler la face sur la nature de l'antisémitisme au sein de la communauté musulmane. Comment cette communauté, à laquelle vous appartenez quand même aussi, et encore, a-t-elle réagi sur ces propos? C'est l'avantage de la laïcité, c'est que pour l'instant, j'appartiens à cette communauté de croyance, on va dire. C'est-à-dire que je crois qu'au 7e siècle, un homme quelque part dans le désert a entendu une voix, que cette voix serait la transcendance. Le fait que ce pays est laïque fait que demain, je peux changer d'avis. Et c'est ça qui est génial. Et on me tuera pas de changer d'avis. Mais donc, effectivement, quand il y a eu le 7 octobre et qu'il y a eu, on était avant, bien sûr, le massacre qu'il y a eu par la suite à Gaza. Mais quand il y a eu le 7 octobre, ces gens qui ont été kidnappés, tués, ces femmes violées, ces maisons brûlées, à un moment donné, j'ai voulu parler, c'était plus fort que moi, parce que je me dis, il y a un antisémitisme, bien sûr. Alors, pas dans l'islam, parce qu'en fait, des textes, c'est anachronique de parler d'antisémitisme dans des textes religieux du 7e siècle, mais au sein de pas mal de gens des communautés musulmanes, parce qu'elles sont plusieurs, il y a à un moment donné cette tumeur qu'il faut soigner. Vous savez, on a l'impression que au sein des communautés musulmanes, il y a un cancer et que les gens font semblant de rien, qu'ils pensent qu'ils ont juste mal de tête et qu'ils prennent du paracétamol. Non, il y a une tumeur. La tumeur, c'est la haine de certaines personnes, dont la haine des juifs, qu'il faut faire disparaître. Non pas les juifs, mais la tumeur. Il faut faire disparaître ça. Et pour la faire disparaître, il faut en parler. Et ce n'est pas rejeter ceux qui croient comme moi, c'est les aimer. Enfin, je dis, je fais partie du package des amis et je veux laver le linge sale, là. On peut pas garder ça. On peut pas être heureux. Pas heureux n'est pas le bon terme, mais on peut pas se satisfaire en disant que c'est une forme de résistance de femmes qui ont été violées.
parce que juive. On peut pas. Non, ça, on peut pas. Oui, on ne peut pas, ouais, en fait. On ne peut pas l'accepter. Les actes ont été dans toutes les sens. Il n'y a pas de résistance. Quand on viole, ce n'est pas de la résistance, c'est du viol. Quand on tue, quand on viole, quand on agresse. Voilà, quand on tue, quand on viole, quand on agresse, quand on brûle, quand on insulte, ce n'est pas de la résistance. Alors, on est pratiquement au bout de cette conversation. Quel regard vous portez sur le contexte politique que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez ce vote massif pour le Rassemblement national? Vous savez, moi, on a parlé beaucoup des jeunes, des banlieues, etc. Mais moi, je joue énormément dans des villages perdus au fin fond de la France. Où là, pour le coup, il n'y a pas de gens d'origine étrangère. Ouais. Et j'ai joué dans des villages où tout le village votait Rassemblement national. Et mon boulot à moi, c'est d'y aller quand même. Je veux dire, même si on va dire que c'était pas l'endroit le plus friendly pour moi, si vous voulez, mais je ne comprends pas qu'on puisse voter pour de l'extrême, mais je comprends parfois que des gens, tous ceux qui ont voté pour le RN, c'est pas nécessairement des racistes, ce sont des gens qui à un moment donné se disent, il y a personne qui pense à nous, on n'existe pas, donc on va voter pour ceux qui nous font des promesses. Moi, je porte pas de jugement sur aucun parti. Le RN n'est pas du tout le parti auquel je m'identifie, et je pense que c'est une vieille histoire entre le RN et moi qui fait que jamais, mais on parle de l'idéologie. Moi, je ne vais pas insulter des gens qui, par douleur, qui, par des problèmes de fin de mois, qui, pour un milliard de raisons, font qu'à un moment donné, ils sont tellement déçus, qu'ils disent, trouvons une nouvelle solution. Voilà. Après, moi, tout le monde panique en disant, la France est en train de sombrer. Moi, je me dis que non. Je me dis que, vous savez, en France, ce que j'aime dans ce pays et qui fait que j'ai voulu devenir français, oui, absolument, on vit quand même un parcours de combattant. Pour chaque Dreyfus, il y a eu un Zola. Donc voilà, donc on va remonter. C'est une très belle phrase. Alors il y aurait encore tellement de sujets à aborder avec vous. J'aurais aimé passer plus de temps sur ce que vous pensez, sur ce que vous avez écrit. Je vous conseille tous et toutes de lire Ma lasagne d'identité d'Ismaël Saïdi aux éditions Lumière. Merci. Merci à vous. Beaucoup Ismaël pour cet entretien. Merci. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.